Merci pour les applaudissements. Merci de m'avoir invité à cette journée qui jusque-là a été très passionnante et très intéressante pour moi. J'ai appris plein de choses nouvelles. Là, je me sens un petit peu, comment dire, en dehors des sujets abordés parce que j'interviens pas du tout dans la qualité du café, sa préparation, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais un aspect quand même important, c'est une fois que vous l'avalez, ce café, qu'est-ce qu'il fait sur notre organisme? Alors, pour avancer, c'est ça? Non. Ok. Donc, juste quelques rappels sur les différents constituants du café. Bon, dans le café, il y a plein de constituants, aux alentours de 800 ou 1000, dont tous ne sont pas clairement identifiés. Un des constituants les plus importants, c'est la caféine. Et vous voyez qu'il y en a à peu près 2 fois plus dans le Robusta que dans l'Arabica. Aussi les acides chlorogéniques, quinique et la trigonelline qui forment des antioxydants. Et là, c'est pareil, on a un petit peu plus dans le Robusta que dans l'Arabica. Et des produits caramélisés formés au cours de la torréfaction. Ah oui, oh, j'ai oublié de vérifier ça. On trouve aussi des diterpènes. On pourra en parler plus en détail si vous voulez, qui peuvent aussi avoir des effets biologiques, mais je n'ai pas l'intention d'en parler là. Et on a aussi des protéines, des minéraux, en particulier du calcium, du magnésium, et des vitamines, surtout des vitamines du groupe B. Alors, ça c'est un diagramme sur les teneurs moyennes en caféine. En fait, ce ne sont pas des moyennes, ce sont des médianes. C'est-à-dire, médiane, c'est la valeur la plus fréquemment rencontrée. Donc, dans un café filtre, vous voyez qu'on est aux alentours de 80 avec une variation de 40 à 100. C'est pour des tasses de 125 mg, 125 ml, pardon, c'est la norme européenne. Et vous voyez donc les différentes, ça c'est l'espresso, mais qui peut quand même monter assez haut, et puis le café instantané, le déca, mais bon, on a aussi de la caféine dans le thé, on en a un tout petit peu dans le chocolat chaud, mais on en a beaucoup dans le chocolat noir en tablette. Ça peut monter très haut, comme vous pouvez voir, et on n'y pense pas quand on mange du chocolat noir. Et puis bien sûr, on en a dans les sodas, et dans les boissons énergisantes. Ah non, je vais revenir en arrière. Et en fait, on considère dans la littérature qu'une consommation faible à modérée, c'est 1 à 3 tasses par jour. Une consommation élevée, c'est plus de 5 tasses par jour. On y reviendra pour d'autres aspects. Alors, un travail récent qui nous donne, je n'ai pas trouvé pour la France, malheureusement, ça n'a pas été fait en France, mais en Autriche, la consommation de caféine. Et on considère que sur l'apport quotidien en caféine, vous voyez que 65% proviennent du café, avec ensuite le thé, les colas, et puis quand même une proportion qui devient de plus en plus importante des boissons énergisantes. Je vous ai dit que le café contenait aussi pas mal de polyphénol, et là c'est un travail qui a été fait sur la population française et qui nous montre que 67% des polyphénols absorbés dans une journée proviennent du café. Le thé n'en apporte que 10% malgré toute la publicité du thé sur ses bourrées de polyphénol. Vous voyez que le vin n'en apporte aussi que 9%. Et puis les fruits et légumes qu'on nous conseille de consommer parce que c'est bourré d'antioxydants, etc. Et ben c'est pas tant que ça. Et donc je pense que si on veut avoir un régime bien équilibré, ben, c'est important de manger des fruits et des légumes, mais pas oublier de boire un peu de café aussi. Alors, ben, c'est ce que je dis systématiquement parce que c'est quelque chose qui est complètement ignoré à l'heure actuelle, enfin, c'est très peu connu. Et pour accentuer encore un peu, enfin pour vous montrer de manière un peu plus précise, ça c'est les teneurs en polyphénol des différentes boissons. Vous voyez où se trouve le café, aux alentours de 100 mg pour 100, ah, on a perdu les millilitres ici, pour 100 ml.
voyez que le cacao en dessous est aux alentours de 45-50. Le thé est quand même nettement en dessous du café, encore une fois, malgré tout ce qu'on en pense toujours. Et vous voyez que le vin et les jus de fruits et la bière arrivent bien après. Et si on regarde la capacité antioxydante, qui est encore une autre constante de ces boissons, ben, vous voyez qu'incontestablement, le café il tient la tête, sans problème, arrive derrière le vin rouge, et le thé, il est quand même un pauvre petit frère, il n'y en a pas tant que ça, hein, de capacité antioxydante. Bon, j'y mettrais tout de même un tout petit bémol, c'est que tous les antioxydants qui soient dans le café, ceux du café, ne sont pas les mêmes que ceux du thé, ne sont pas les mêmes que ceux qu'on trouve dans les fruits et dans les légumes. Et pour l'instant, ce n'est pas démontré, même si on trouve aux antioxydants du café une capacité antioxydante élevée, on ne sait pas dans l'organisme au final ce que ça fait vraiment. Mais en tout cas, on a quand même des chiffres pour nous montrer qu'il y a beaucoup d'antioxydants dans le café en plus de la caféine. Alors maintenant, on va voir les effets généraux du café et de la caféine sur l'organisme. Je vous ai dit une consommation faible à modérée, c'est-à-dire 150 à 250 mg en une fois. On va considérer pour le standard, et dans ce que je vais dire, qu'en gros, une tasse de café, ça contient 100 mg. Comme ça, c'est plus simple pour les calculs. Donc ça représente une petite à deux grandes tasses de café. Et on va ressentir essentiellement ce que les gens dans l'expérimentation ont rapporté, c'est qu'ils ressentaient du bien-être, de la relaxation, ils avaient une bonne humeur, de l'énergie, une vigilance accrue et ils étaient capables de mieux se concentrer. On a aussi testé des doses élevées à très élevées, alors c'est 400 à 800 mg en une fois. Donc c'est comme si vous avaliez 4 à 8 tasses de café en une fois. Donc vous voyez ce que ça peut faire. Eh bien sûr, là on a des effets négatifs. Les gens rapportent de la nervosité, de l'anxiété, de l'agressivité, de l'insomnie, de la tachycardie, des tremblements. Et en fait, la littérature mais complètement unanime est d'accord sur le fait que ce qu'on appelle une consommation modérée de café et de caféine, c'est-à-dire 3 à 4 tasses par jour, n'est pas considérée comme représentant un risque pour la santé. Alors, il y a un rapport de l'EFSA, qui est l'Autorité européenne de sécurité alimentaire, qui est sorti l'année dernière sur les doses de caféine qui sont recommandées. Donc, pour la population générale, il recommande de ne pas dépasser 200 mg en une prise, c'est-à-dire la valeur de 2 tasses de café, donc par exemple 2 grandes tasses de café que vous prenez au petit déjeuner. 400 mg par jour, c'est-à-dire en gros 4 grandes tasses de café. Pour les femmes enceintes, on ne dépasse pas 200 mg par jour. Et les enfants et les adolescents, il n'y a pas beaucoup de données. Donc on a aligné sur ce qu'on connaissait au niveau des adultes et on considère qu'il ne faut pas dépasser 3 mg par kilo par jour. Alors, il y a une autre chose aussi qui vient s'ajouter à ça, avant que je parle des effets généraux, c'est les différences interindividuelles. Parce que moi, je ne réagis pas comme mon voisin, qui ne réagit pas comme l'autre voisin, etc. Et en fait, ça, c'est lié à l'expression de différents gènes. Alors, il y a une première différence importante qui est liée au métabolisme de la caféine. On a un gène qui code pour une enzyme qui est responsable de 95% du métabolisme de la caféine, donc l'élimination de la caféine de notre organisme. C'est le cytochrome P450, l'isoenzyme 1A2. C'est pas je vous le dis, mais ce n'est pas important. Et en fait, les différences qui existent dans l'expression de ce gène vont séparer la population en deux parties à peu près égales, les métaboliseurs lents, les métaboliseurs rapides. Donc, la moitié d'entre vous ici vont éliminer la caféine relativement vite et l'autre moitié pourra mettre jusqu'à 2 heures de temps en plus. Ce qui peut permettre aussi d'expliquer pourquoi certaines personnes consomment beaucoup plus des tasses de café beaucoup plus rapprochées que d'autres dans la journée. Alors, il y a aussi, on a montré qu'il y avait des gènes qui intervenaient dans la consommation spontanée de caféine.
Et ça, ce sont des variations génétiques qu'on appelle aussi polymorphisme. C'est au niveau du récepteur A2A de l'adénosine. Alors, je n'ai pas voulu entrer dans tous ces détails aujourd'hui. Le récepteur A2A de l'adénosine, c'est un récepteur sur lequel la caféine se fixe au niveau du cerveau et exprime l'essentiel de ses effets au niveau du cerveau. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les individus adaptent leurs habitudes de consommation de café pour obtenir un équilibre, la plupart du temps, entre les sensations positives qu'on souhaite, plus de concentration, plus d'énergie, c'est pour ça qu'on boit plus de café le matin, par exemple, et les effets négatifs qui peuvent être potentiellement perçus. Alors maintenant, je vais faire vraiment un bref survol sur différentes parties de notre corps, qu'est-ce que ça fait à différents niveaux de notre corps. Donc déjà, sur notre système nerveux central, on a des effets sur la vigilance, l'humeur et la performance, ça vous vous en êtes tous rendu compte. Et on a vu que de faibles doses de caféine, 20 mg, vous voyez, c'est pas grand-chose par rapport à une tasse de café, à 200 mg, donc à peu près 2 tasses de café, ont des effets positifs sur humeur, vigilance, énergie. On a la confiance en soi qui est améliorée, la capacité de concentration, l'efficacité dans les tâches intellectuelles. Les effets sont surtout marqués dans les situations de vigilance réduite. On a montré que c'était bien quand on avait le rhume, quand on n'était pas trop bien, quand on a un petit coup de pompe après le repas. C'est bien pour ça qu'on consomme souvent de la caféine après le repas. On a montré, chose très importante, qu'en fait que la caféine améliorait la perception visuelle et ça a été beaucoup mis en évidence dans la conduite automobile et la somnolence au volant. C'est très utile de se boire une petite tasse de café. Par contre, les effets sur la performance elle-même et la mémoire sont plutôt indirects et en fait ils sont plutôt liés à nos capacités de concentration. Alors, l'effet sur les céphalées et la migraine, en fait, la caféine qui est contenue dans le café, elle diminue par elle-même les douleurs dans les céphalées et dans les migraines. La caféine seule, on la retrouve dans des préparations analgésiques dans le commerce courant. Et en fait, elle potentialise les propriétés analgésiques des antalgiques courants comme l'aspirine, l'ibuprofène ou le paracétamol. Donc l'idée, c'est de se dire, quand on a mal à la tête, on se prend une aspirine ou on se prend un paracétamol, mais avec une tasse de café, au lieu de la prendre avec un verre d'eau. Voilà. Alors, sur le sommeil, gros problème là. On sait que le sommeil, c'est l'une des fonctions les plus sensibles aux effets du café et de la caféine. Bon, ça, c'est nos petites souris qui sont en présence de caféine, elles sont bien réveillées. Quand elles ont de l'adénosine, elles dorment tranquillement. Et on a montré que 100 à 200 mg de caféine, soit l'effet d'1 à 2 tasses de café au coucher, vont augmenter la durée d'endormissement. Elles diminuent la qualité du sommeil, surtout les phases de sommeil profond. Donc on va dormir moins profondément, on va se réveiller davantage. Mais on n'affecte pas le rêve. Et en fait, cet effet persiste 3 à 4 heures. Et cet effet, encore une fois, il est variable en fonction des sujets. Et là aussi, il est lié à un polymorphisme, donc à une expression variable du gène du récepteur A2A de l'adénosine. Et vous voyez ici, on a cette expression. Les gens qui ne sont pas sensibles aux effets du café sur le sommeil, on les voit là. C'est l'expression d'un gène particulier. Lorsqu'il est exprimé différemment, les gens vont mettre beaucoup plus de temps pour s'endormir. L'anxiété, on sait que le café et la caféine peuvent générer de l'anxiété. En principe, c'est uniquement à des doses très élevées et qui sont largement supérieures à la consommation courante. Mais quelques individus qui, encore une fois, à cause d'un polymorphisme de ce récepteur, et vous voyez, on les voit ici, vont avec des doses assez faibles augmenter leur degré d'anxiété. Et donc vous avez des individus qui malheureusement sont obligés d'arrêter de consommer du café parce qu'ils sont très sensibles à cet aspect-là. Alors, on a aussi montré qu'il y avait des effets dans les pathologies cérébrales, et en particulier dans le déclin cognitif lié à l'âge. Malheureusement pour nous, notre cerveau, ses capacités déclinent. Bon, elles déclinent très clairement à partir de 60 ans, mais ça commence même avant.
Et en fait, là, je vais vous montrer juste les résultats d'une étude qui a été faite, qui a suivi en fait à peu près 700 hommes sur 10 ans et qui a regardé leur capacité cognitive en utilisant un barème. Et en fait, vous voyez que sur 10 ans, les gens qui ne consomment pas de café perdent 2,5 sur une échelle qui en compte au maximum 30. Dès que les gens consomment du café, même une seule tasse par jour, vous voyez qu'on diminue déjà de moitié la perte cognitive et on a un effet maximal à 3 tasses par jour. Et donc, les auteurs en ont conclu qu'on a un effet du café inversement relié au déclin cognitif lié à l'âge chez les hommes européens. Par contre, on a vu des choses un peu différentes. C'est que dans d'autres études sur les deux sexes, on a vu que l'amélioration cognitive était limitée aux femmes. Elle est plus marquée en plus chez les femmes après 80 ans. Et par contre, on ne sait pas pourquoi pour l'instant. C'est pas expliqué. On n'arrive pas, malgré les recherches qui ont été faites, c'est pas clarifié. Et dans ce cas-là, les effets protecteurs sont surtout liés à la caféine. Il y a peut-être un effet possible des antioxydants, mais ce n'est pas très clair pour l'instant. Dans la maladie de Parkinson, alors la maladie de Parkinson, c'est le résultat de la dégénérescence de neurones spécifiques, des neurones dopaminergiques dans une région qui s'appelle la substance noire. Mais en fait, au moment où on développe vraiment les symptômes de la maladie de Parkinson, on a perdu déjà 85% de ces neurones dans cette région-là. Avant, le cerveau est capable de compenser. Et donc là, je vous ai montré, en fait, ici, ça marche toujours, oui. Ici, le 1, c'est 100% quand on étudie une population. Vous prenez une population au point 0 et vous la suivez pendant un certain nombre d'années. 100%, c'est le nombre que vous allez obtenir de gens qui ont développé une maladie de Parkinson alors qu'ils ne consommaient pas de café. Et ensuite, les différentes études ont regardé, en fonction de la consommation de café, ce que devenait le risque de développer une maladie de Parkinson par rapport donc à notre valeur de référence. Ici, je perds par rapport à la valeur de référence de 1 sur la population qui ne consommait pas de café. Et vous voyez qu'on gagne plus de 20%. Donc le risque de développer un Parkinson est réduit de 20-25%. Et cet effet, il est dose dépendant, il est causal, et on a montré qu'il y avait un lien direct, mais il est moins marqué chez les femmes à cause apparemment d'une interaction chez les femmes qui prennent un traitement hormonal de substitution après la ménopause. Bon, maintenant, ces traitements sont un petit peu moins populaires, donc on verra peut-être cette différence qui va s'atténuer, mais les femmes qui prennent un traitement hormonal ont un peu moins de chances de l'imiter. Pour la maladie d'Alzheimer, bon, c'est représenté de la même manière. Voilà le risque 100% si vous ne consommez pas de café, et voilà le risque ici si vous consommez du café. Donc le risque est diminué aussi, mais moins nettement. On a moins d'études qui, pour l'instant, sont disponibles. En gros, pour l'instant, on a des études qui nous montrent qu'on réduit d'à peu près 16% pour 3 à 4 tasses de café par jour. Dans les modèles animaux, on a montré que la caféine et les antioxydants étaient actifs, et il y a pas mal de recherches actuellement sur l'acide férulique, qui est un des antioxydants du café, dans le rôle potentiel que ce composé pourrait jouer dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Et puis on n'a pour l'instant pas assez d'études, donc il y a vraiment besoin encore de conforter ces résultats. Alors, le système cardiovasculaire. Pendant longtemps, on a considéré que le café, c'était mauvais pour le cœur. La littérature montre de plus en plus l'inverse. Et ça, c'est une grosse étude, vous voyez, c'est sur plus d'1 million de sujets, qui est sortie en 2013, et qui montre qu'on revient toujours au même type de représentation,
100% c'est votre risque de maladie cardiovasculaire si vous ne consommez pas de café. Et dès que vous consommez du café, dès une tasse, vous diminuez votre risque. Et le risque, il est surtout diminué entre 3 et 5 tasses quotidiennes. Et cette étude a même montré qu'à des consommations relativement élevées, on n'augmentait pas le risque. Et on n'a pas d'effet sur la maladie coronaire, l'infarctus, l'insuffisance cardiaque, l'accident vasculaire cérébral ou la mortalité. Alors, la tension artérielle, ça c'est aussi quelque chose qu'on entend souvent. Oui, la caféine, ça augmente la tension. Le café, pardon, augmente la tension. Alors, voilà les chiffres. La tension artérielle systolique, c'est le premier chiffre que va vous donner le médecin. Il vous dit par exemple que vous avez 12,8. 12, c'est la tension artérielle systolique, c'est-à-dire quand le cœur se contracte. Donc, vous voyez que le café n'augmente pas beaucoup. Et la tension artérielle diastolique, c'est le chiffre le plus bas, c'est quand le cœur ne se contracte plus. Donc le café ne change pas grand-chose. On s'aperçoit que si on absorbe de la caféine seule, comme dans les sodas, on va augmenter la tension artérielle. Par contre, les antioxydants, les acides chlorogéniques ici, diminuent la tension artérielle. Et si on fait artificiellement la différence entre les deux, ce que je me suis amusée à faire, on se retrouve à des chiffres à peu près identiques à ceux du café. Donc on se dit que les polyphénols sont sûrement les molécules qui combattent l'effet hypertenseur de la caféine. Et la littérature a montré aussi que dans les expositions de longue durée, on n'avait pas d'effet sur la tension artérielle. Le système digestif. Alors on a vu que le café augmentait la motricité intestinale, l'activité des enzymes hépatiques, il accroît la fréquence des contractions biliaires, il augmente la sécrétion pancréatique. Par contre, il augmente la sécrétion acide de l'estomac, mais uniquement chez les personnes intolérantes au café, d'où l'intérêt de développer des cafés effectivement qui soient plus adaptés à ces personnes. Et par contre, on a malgré tout montré qu'il n'avait pas d'influence sur le développement des ulcères. Et on a montré aussi qu'il inhibait la formation des calculs biliaires. Le diabète. Alors ça, depuis 2000, la littérature nous a apporté une quantité d'articles énormes sur les effets du café sur le diabète. Et là, vous pouvez voir un graphique qui illustre la diminution en fonction de la quantité de caféine absorbée, du risque de café absorbé, du risque de développer un diabète de type 2. Alors, cette association, elle est retrouvée dans tous les types de populations. Elle dépend de la dose. Et plus la dose augmente, plus le risque est diminué. Elle est similaire chez les hommes et les femmes, chez les sujets obèses et non obèses. Et le café décaféiné est aussi efficace que le café normal. Donc ce n'est sûrement pas la caféine du café qui intervient. Le mécanisme d'action exact n'est par contre toujours pas connu. Café et cancer, autre grande question. Est-ce que le café, ça peut donner le cancer ? Alors bon, là, vraiment un bref résumé. Le café n'a pas d'influence sur les cancers, œsophage, estomac, pancréas, ovaire, rein, vessie. On a un risque réduit du cancer de la prostate, de la peau, du cancer colorectal, du cancer du foie. Alors là, au niveau du foie, on a un effet du café protecteur qui est absolument, très très important, démontré dans la cirrhose alcoolique, dans à peu près toutes les maladies hépatiques. Diminution du risque de cancer de l'endomètre, diminution du risque de cancer du cerveau et du cancer du sein. Par contre, il semble qu'on ait une aggravation du cancer du poumon et de la leucémie de l'enfant né de mère consommatrice de café. Alors ça reste encore à explorer cet aspect, mais il y a apparemment un petit peu de risque là. Je vous ai mis cette diapositive aussi sur la mortalité parce que je trouvais que c'était intéressant. Donc on retrouve toujours le même type de représentation. Je ne bois pas de café, voilà ma barre. Et je bois du café, vous voyez qu'à peu près dans tous les types de maladies qui sont abordées, les maladies cardiaques, les maladies respiratoires, l'accident vasculaire cérébral, les accidents,
le diabète, les infections et les autres causes, on voit des baisses qui sont quand même un petit peu plus marquées chez les femmes. Par contre, on n'a aucun effet dans le cancer. Donc, même si le café protège de certains cancers, il ne baisse pas la mortalité liée au cancer. La grossesse. Alors, sur la base des études les plus récentes, la caféine, on a surtout regardé la caféine, n'a pas d'effet sur aucun des paramètres de la croissance du fœtus, ne provoque pas non plus de fausses couches. C'est vrai pour une consommation de café qui reste très modérée, pas plus de 2 tasses par jour, soit 200 mg de caféine, mais c'est toutes doses confondues, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'amuser à boire 2 tasses de café, plus 3 coca, plus des boissons énergisantes. Et il faut absolument être vigilant à réduire la consommation de café en fin de grossesse, parce que ce qu'on appelle la demi-vie, c'est-à-dire la vitesse à laquelle on élimine le café de l'organisme, elle s'accroît beaucoup au cours du 3e trimestre, puisqu'elle va passer à plus de 10 heures, comparé à 2,5 à 4,5 heures auparavant. Et alors chez le fœtus, elle est très élevée parce qu'il n'a pas l'équipement enzymatique pour dégrader la caféine, donc elle est de 100 heures à peu près. Enfin, caféine et sport, juste un petit mot là-dessus. Des quantités modérées de caféine ont des effets bénéfiques dans de nombreux sports. C'est surtout vrai dans les sports d'endurance. C'est vrai dans les sports avec arrêt-départ, donc les sports d'équipe, les sports de raquettes, les sports qui impliquent une activité soutenue et intense. Les effets directs de la caféine sur les efforts isolés, impliquant force et puissance, comme les haltères ou les sprints, sont beaucoup moins clairs. Et elle est efficace au même degré chez les femmes. En conclusion, le café améliore l'humeur et la performance, régule la vigilance mais peut perturber le sommeil, prévient le déclin cognitif lié à l'âge, surtout chez les femmes, prévient la maladie de Parkinson et d'Alzheimer, le cancer du foie et du côlon ainsi que le diabète de type 2, n'a pas d'impact négatif sur le système cardiovasculaire, peut être consommé avec modération pendant la grossesse. Par contre, des doses trop élevées peuvent être délétères. Et une consommation modérée de café et de caféine a plutôt des effets positifs sur la santé et le bien-être et peut faire partie d'un régime alimentaire sain et équilibré. Et je ne veux pas terminer sans vous montrer 2 petites diapos que j'aime bien. La première ici, c'est un cartoon que j'ai trouvé aux États-Unis. Donc le médecin, très perplexe, qui dit, ben voilà, hein, les taches rouges, c'est vos globules rouges, les taches blanches, c'est vos globules blancs, mais les taches noires, c'est du café. Hein. Donc ça, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Et puis la dernière, qui est, bon, c'est une démarche personnelle, mais qui est la démarche de... J'ai envie de remercier nos petits amis les animaux, qu'on torture assez régulièrement pour obtenir tous ces résultats scientifiques, et ils ont bien besoin qu'on les reconnaisse de temps en temps. Merci beaucoup.